On reprend. Bonsoir à toutes et tous. Donc merci d'être aussi nombreux pour ce sujet qui, on n'en doutait pas, vous intéresse fort. Merci pour vos questions au moment des inscriptions. Donc ce soir, on se réunit pour parler autonomie en eau avec Manu et Vincent qui nous font le plaisir de revenir pour la deuxième fois. Ils étaient déjà venus pour nous parler d'électricité. Vous pouvez déjà voir le replay de leur précédente intervention. Juste avant que je leur laisse la parole, voilà, nous on a créé ce format pour qu'il soit voilà, pensé pour être libre et accessible au plus grand nombre. C'est un certain investissement pour nous de proposer ces moments. Et donc, vous avez la possibilité de soutenir le format pour qu'il reste voilà, accessible au plus grand nombre. Comment ça fonctionne si vous voulez soutenir le format? Nous, on fait circuler un petit chapeau. Je vais vous partager le lien. Voilà, si vous voulez faire un petit don de 1, 2, 5 euros, enfin, si vous voulez mettre plus, ne vous en empêchez pas. C'est toujours un petit plus, et puis nous, ça nous permet de garder ces moments d'échange voilà, dans ce format-là, accessible au plus grand nombre. Je ne vais pas parler plus longtemps. Vincent, Manu, je vous laisse la parole. À vous. Bon, ok. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. On est combien? On est une petite centaine, je crois, hein. C'est pas On est mal. une centaine, ouais. Ouais, c'est chouette. Donc, le partage d'écran. Vous avez mon écran ou pas là, non? Faut que je le Ouais. fasse. Yes. Alors là, tac. Ça, c'est bon pour vous. Ouais, parfait. Merci, Manu. Ok. Alors, eh bien, à mon tour, je vais faire un peu de teaser aussi. Je vais présenter Toito très rapidement. Donc, Toito, c'est une entreprise qui a une quinzaine d'années. Je suis le fondateur. Vincent est notre partenaire qui s'occupe de tout ce qui est eau Salut. chez nous. Voilà. Donc, l'eau, c'est du début à la fin, c'est-à-dire depuis le captage jusqu'à l'assainissement collectif ou participatif ou individuel. Et donc, voilà, on va ce soir animer ça tous les deux. Toito, c'est une entreprise qui fait de la maison autonome et vivante. Donc, quand on appelle ça une maison autonome et vivante, c'est qu'en fait, c'est une maison qui, comme c'est écrit, qui produit elle-même toute l'énergie dont elle a besoin hors des réseaux publics. Elle est connectée constamment avec la nature. Elle respire au rythme des saisons, avec l'été, l'hiver, etc. La pluie, pas la pluie, et elle est vivante. Et c'est très important pour nous d'avoir ce côté vivant des choses, hein. En fait, c'est toute cette polarité de ce qui est matériel et de tout ce qui est subtil et qui a beaucoup d'importance chez nous et ce qu'on met vraiment en avant pour trouver nos solutions. Voilà. Et les solutions qu'on développe, c'est évidemment l'électricité, bien sûr la cuisine, le thermique et aujourd'hui, ça va être l'eau. Donc, on va vous aborder ce sujet du mieux qu'on pourra en 1 heure et demie au total avec les questions-réponses. Euh, donc, on s'occupe de rendre voilà, complètement une maison autonome. On peut faire du 100% autonome si on le souhaite avec nos solutions. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on a des enjeux par rapport à l'autonomie. On n'est pas autonome qui veut. C'est vraiment un changement de comportement par rapport à nos habitudes. C'est pas très compliqué, mais il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on va pas faire ce qu'on veut comme quand on est connecté à tous les réseaux publics, hein. Donc il y a tout d'abord une idée de résilience qui est forcément nécessaire. Quand par exemple, vous êtes connecté sur votre pluie, quand il pleut pas, il faut se résilier un petit peu au niveau de l'eau, forcément. Il faut accepter ça en tout cas dans le terme naturel des choses, et dans le cycle. Et puis également se sentir responsable. C'est-à-dire que voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont responsables de leur consommation, qui sont conscients de leur système. Et pour ce faire, on va travailler beaucoup sur la recherche-développement. Donc on veut des choses qui sont simples, qui sont à long terme, qui sont recyclables, qui sont naturelles et qui sont vivantes. Voilà, ça c'est vraiment les 5 postes clés chez nous sur lesquels on va tabler pour trouver nos solutions. Et ça a beaucoup d'importance, encore une fois, chez nous. Et dans le cadre de la responsabilité, ce qui compte beaucoup, c'est l'autoconstruction. C'est pour ça qu'on a rejoint le réseau Twiza. Moi, on a rejoint le réseau Twiza il y a à peu près, c'était au démarrage, hein, c'était il y a 10 15 ans. On a toujours été partenaire avec eux parce que pour nous, l'autoconstruction, c'est indispensable. On ne peut pas connaître un système autonome en le faisant monter par quelqu'un d'autre. L'important, c'est de
pas faire à la place des utilisateurs, mais de faire avec l'utilisateur, de l'accompagner vraiment à ce niveau-là. Voilà, donc on fournit tout ce qui est plan de masse, etc. On fait ensemble. Donc, point très important. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas trop de questions pour l'instant. On va continuer et on va attaquer directement notre sujet de l'eau ce soir. Sujet très vaste qu'on va essayer d'aborder. Excusez-moi, il y a un problème. On est Oui. toujours sur la slide de démarrage. Ah ouais, ok. Depuis tout à l'heure, on vous entend cliquer, on voit les slides à gauche en petit, mais vous êtes toujours sur la slide de démarrage en gros. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors, il faut que tu fasses à partir du début. Regarde, tu vois en haut à gauche, il est écrit à partir du début pour lancer le truc. Bah ouais, ouais, mais c'est fait là. Moi, j'ai accès au. Moi, je suis mon truc, mais apparemment, vous ne suivez pas. Bon, ok. Ah, ça y est, ça marche. Ok. Non, c'est parce que tu dois pas partager le bon écran en fait. Tu dois pas Mm, partager la bonne fenêtre. Alors, Tu c'est peut-être partages ta ça. fenêtre de présentation et pas le diapo. Alors, attends, il faut que je partage. Merci, Émeric. Moi, je pensais que tu partais sur une présentation générale, alors c'est pour ça que je ne pas faire les Ouais, affaires. bah alors attends, parce que du coup, ah oui, j'en ai deux écrans, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, si je fais celui-là, est-ce que c'est mieux? Celui qui va apparaître normalement est cerclé de vert. Ouais, ouais, mais Et là, regarde, si tu fais à partir du début, si tu le lances, bah ouais, ouais, c'est ça. Bah, partager, tac, à partir du début. Ah, c'est on a bon, l'air là. pas mal. Là, c'est mieux. Ouais, Là, ça Hop, bouge, là. c'est yes. bon. Bon, Désolé. bah, voilà. Donc, on a loupé le début, c'est pas grave, on va pas le refaire, hein. Euh, j'ai été tout seul, voilà. Vous m'avez laissé tout seul. Donc, je Bah, on a continue. tout entendu, on n'avait juste pas les images, mais on l'a entendu. Ouais, c'est ça, bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, on est bon. Allez, hop, on attaque donc le sujet de l'eau. Bah, merci d'avoir soulevé le problème. Donc là, on est bon, on est sur l'eau, là. Oui, C'est tout bon. Vous voyez c'est une parfait. charmante, voilà, vous voyez bien une charmante jeune femme de dos avec une cascade. On est d'accord. C'est ça. OK. Alors, sujet très vaste, l'eau, comme je vous disais. En fait, il faudrait une semaine pour parler de l'eau minimum, hein, et là, on va le faire en 1 heure. On va essayer de faire le plus concis possible. On va essayer dans l'idée, si vous voulez, c'est qu'on va essayer de poser les sujets principaux et qu'à chaque fois qu'on a fini le sujet, on essaie de se faire une petite pause pour les questions qu'il y aurait. Euh, Plutôt que de faire les questions à la fin. Voilà, on va essayer de continuer à que chaque sujet soit abordé avec les questions que vous auriez. On a relevé toutes vos questions, donc on va essayer de les intégrer le mieux possible dans le cadre de cette visio. Et voilà, on y va, c'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'eau? Pour aborder ce sujet, on va partir des études de Marcel Violet, qui est un monsieur qui a fait des études intéressantes, notamment sur le côté vivant de l'eau. Encore une fois, parce que chez nous, ça nous intéresse beaucoup d'avoir ce côté vivant. Donc, l'eau, c'est H2O, ça, on est d'accord. Maintenant, est-ce que c'est vraiment de l'eau? Et Marcel Violet a fait des expériences avec des petits têtards qu'il a mis dans l'eau pour savoir si l'eau était vivante ou pas. Et il s'est rendu compte que quand il créait de l'eau juste avec du hydrogène, oxygène, eh bien, quand il mettait les têtards dedans, ils mouraient. Donc, ça veut dire que ce n'était pas de l'eau. Et il a fait plusieurs expériences comme ça pour finir par arriver à la solution de laisser l'eau artificielle dans une bouteille d'eau au soleil pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours seulement, le tétard, il restait vivant dans l'eau. Donc, ça veut dire que l'eau, c'est pas forcément de l'eau pour un tétard comme pour nous, hein. Donc, ça, c'est le côté vachement important, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on a un système H2O que c'est de l'eau. Donc, déjà, songez que quand vous buvez de l'eau, arrangez-vous pour qu'elle soit vivante. Ensuite, on a tous les travaux de Masaru Emoto, que je pense que pas mal de gens connaissent, qui est un monsieur qui a fait des expériences sur la pensée et sur l'émotion qu'on peut transmettre à l'eau. Il a fait tout un tas d'expériences, notamment sur la cristallisation de l'eau. Donc, il a envoyé des pensées d'amour ou de remerciement à l'eau. Et en fonction de l'émotion que l'eau recevait, il avait comme vous voyez, des hexagrammes qui apparaissaient.
des cristallisations. Et par contre, quand c'était des mots comme le haine, comme insulte ou d'autres, eh bien, du coup, il avait pas de cristallisation. Donc, il a conclu qu'effectivement, il y avait une résonance entre l'être humain et l'eau. Et l'expérience que vous pouvez faire tous à la maison, que moi j'ai pratiqué plusieurs fois, c'est qu'en fait, vous remplissez un bocal avec du riz et vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous laissez un petit mot sur chaque bocal. Et vous voyez, quand vous avez I hate you ou I love you, et ben, vous voyez qu'il y a un bocal qui est pourri et l'autre qui n'est pas pourri. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire dans toutes les langues, vous pouvez faire avec plein de mots différents. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Et ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction entre l'être humain et l'eau. Hein, voilà. Quels que soient les travaux de Masaru Emoto, parce que certains décrivent un petit peu ces travaux, bah, faites l'expérience du riz, vous allez comprendre que bah, l'eau, elle est vraiment vivante et qu'elle réagit par rapport à l'environnement et par rapport à l'homme. Voilà, donc on continue avec la version, on va dire, officielle de l'eau. Donc, qu'est-ce que l'eau? Ben, l'eau, c'est, euh, le corps humain est composé à 65% d'eau. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. Hein, il est dans les organes, il est un peu partout. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'avec, encore une fois, d'autres chercheurs indépendants, tels que Gérald Pollack, c'est un monsieur qui a découvert que dans les molécules de notre corps, dans le corps humain, les molécules étaient composées à 99% d'eau. Donc, on disait 65% tout à l'heure, maintenant on est à 99%. Donc, ça veut dire que quand on prend une cellule, en réalité, c'est que de l'eau, quasiment, et tout autour, c'est que de l'eau. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le corps humain est composé d'eau, puisque l'eau est absolument partout. Donc, chez nous, si vous voulez, chez Toito, c'est vachement important voilà, que l'eau et l'homme, on a conscience qu'ils sont intimement liés. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec l'eau. Voilà, c'est vraiment cette conscience-là qu'on essaie d'aborder, en tout cas, dans nos recherches de solutions. Et si vous voulez aller un peu plus loin, donc vous avez par exemple le film Water qui va vous permettre de comprendre un petit peu le mécanisme de l'eau. Alors c'est un début, hein, ça permet déjà de poser les choses, ça parlera un peu des quelques chercheurs dont je vous ai déjà parlé. Et puis vous avez aussi Nassim Haramein qui, par exemple, lui se travaille beaucoup plus sur le côté univers et c'est lui qui a mis en évidence, enfin, qui a ouvert le champ plasmique parce qu'en fait, tout ce qui est vide dans l'univers, c'est du plasma, et le plasma, c'est de l'eau. Voilà. Et ça fait 20 ans qu'il en parle, et ça a été reconnu, je crois, en 2023 comme officiellement par tout le milieu scientifique international. Donc en fait, on est entouré d'eau à 100%, et on est nous-mêmes que de l'eau. Donc l'important, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec cette matière. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Voilà, ce côté vivant On de peut l'eau. Est-ce que procéder pour par, vous, il y a... si vous avez la caméra allumée, on peut procéder par main levée. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser les petits emojis en bas qui s'appellent des réactions. Vous pouvez lever la main aussi. Et on va essayer de faire tourner un peu la parole. Pas de questions? Non, personne? Pas de Bon. scrupules? On pourra les Ça garder. veut dire que tout le monde est conscient que l'eau est vivante, alors c'est parfait, alors nickel. Ouais. Et bon, on continue. Allez. Donc, fort de tout ça, tac, je vais remettre dessus. Voilà. Alors, on aborde maintenant le cycle de l'eau. Bon, le cycle de l'eau, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a vu à l'école. Donc, ça, c'est la partie théorique. Voilà, on a une évaporation de l'eau qui monte, qui rencontre le soleil dans les nuages. Vous comprendrez donc à ce moment-là, suivant les travaux de Marcel Violet, il se passe quelque chose au niveau du Soleil puisque l'eau prend une information du coup, hein, puisque avant elle n'était pas vivante, maintenant elle devient vivante. Précipitation, on retourne dans la Terre et ça repart aux océans. Ça, c'est le cycle normal. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça en plus, c'est que aujourd'hui, on sait pertinemment que l'eau prend une information à la fois au niveau céleste, mais aussi au niveau terrestre. Hein, donc, on a vu tout à l'heure avec le Soleil, et au niveau du terrestre, elle va prendre toute l'information des minéraux et des choses comme ça qu'elle va rencontrer au niveau de la Terre. Et ça a un impact aussi très important pour nous parce que on considère qu'une eau de consommation, par exemple, doit être locale. C'est-à-dire que vous n'allez pas consommer une eau d'Évian alors que vous habitez en Bretagne.
idéalement, en termes de résonance par rapport à votre corps humain, c'est quand même beaucoup plus intéressant de consommer l'eau locale, par exemple. Euh, alors, tiens, on va faire un petit quiz maintenant. Donc, les différentes eaux, c'est l'eau du réseau, l'eau de pluie, l'eau de forage et l'eau de source. À votre avis, quelle est la meilleure eau à boire? Alors, on vous aide un petit peu. Voilà, ça, il y a deux petites photos pour vous aiguiller un petit peu là-dessus. L'eau du réseau, c'est en bas, et l'eau potable est au-dessus. Voilà, vous comprendrez, bien sûr, alors sans dénigrer l'eau du réseau, parce qu'on est très content de l'avoir aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste que on n'est pas sur un mouvement naturel quand on est dans des tuyaux. L'eau, elle est stressée, elle est dans la nuit, elle est dans des coups d'à 90 degrés, elle est sous pression. Donc, c'est pas une eau qui est morte, mais c'est une eau qui est stressée. Donc, on va éviter le plus possible de stresser l'eau, nous, quand on va s'en occuper et quand on va la gérer tout au long de son cycle naturel dans la maison. Et l'idée, c'est plutôt de respecter au maximum son cycle, son mouvement, pardon, naturel. Voilà. Donc, pour répondre à la question, quelle est la meilleure eau? Ben, l'eau du réseau, voilà, c'est ce qu'on vient d'évoquer. C'est bon, avec les pesticides, et le chlore et l'aluminium qu'il y a dedans, c'est pas la meilleure eau, mais c'est pas la pire non plus. L'eau de pluie, ça va être une eau qui va être très intéressante pour tout ce qui est douche, cuisine et potager. Alors, on n'évoque pas tous les sujets, on va quand même aller assez rapidement là-dessus, mais il y a plein de détails à découvrir après. L'eau de forage, ça va dépendre de la qualité, notamment de sa turbidité, parce que l'eau de forage elle peut être parfois chargée un peu en sédiments et choses comme ça. Et l'eau de source, c'est la meilleure eau pour la consommation parce que c'est une eau qui a fait son cycle complet, c'est-à-dire qu'elle a fait son évaporation, elle a l'information céleste, et elle a terminé son cycle aussi au niveau terrestre, c'est-à-dire elle a fait son passage dans les rivières et dans les nappes souterraines. Et quand elle sort au niveau du soleil, c'est là qu'elle est la plus intéressante au niveau d'information. Donc c'est pour ça que la consommer à ce moment-là, c'est vraiment l'idéal au niveau de notre santé. Voilà. Alors maintenant, je sais qu'on ne peut pas avoir à la maison de l'eau du réseau, de l'eau de puits, de l'eau de source. Et l'idée, c'est de trouver un compromis, sachant que bon, bah, voilà, il y a forcément des choses qu'on va potentiellement, par exemple, si vous êtes sur une eau de pluie, qui est très bonne pour la douche et la cuisine, la consommation, c'est pas l'idéal parce qu'elle a un pH qui est quand même assez élevé. Donc, on va être sur une eau qui est assez acide. Et l'idée, c'est de la basifier au maximum pour la rendre plus agréable à la consommation. Hein, mais tout ça, c'est possible. C'est tout un tas de compositions, en fait. Et on va dire que techniquement, tout est possible. Hein, mais en termes de réglementation, bah, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est plutôt là qu'il faut réfléchir pour trouver les bonnes formules, sachant que la réglementation n'est pas forcément là pour nous contraindre, mais puis aussi pour limiter un petit peu les abus. Et voilà. Euh, le principe. Donc chez nous, le schéma de principe, il est celui-là. Alors, je vais peut-être laisser parler Vincent un petit peu. Merci Manu. Bon alors, dans les grandes lignes, une installation d'autonomie en eau, quelle que soit la source d'eau, elle va d'abord comprendre une pompe pour mettre l'eau sous pression et l'acheminer vers les bâtiments. Euh, Cette eau, elle est brute. Il va falloir mettre en place une première filtration, une préfiltration, de sorte à éliminer les sédiments et à la clarifier. Ça dépend de la qualité de l'eau de départ, mais généralement, il faut le faire. Ensuite, on va mettre en place un ballon de pression qui va coupler à la pompe, donc qui va assister la pompe pour éviter des démarrages intempestifs de la pompe, protéger la pompe donc, et puis lisser la pression dans le foyer. Ensuite, on a un système de microfiltration, donc c'est un système de potabilisation, où là, on va vraiment avoir une filtration de haute qualité, avec possibilité de dynamisation de l'eau pour le côté vivant de l'eau, pour redonner la vitalité à l'eau, avant la distribution aux différents points de consommation. Donc, on a des petits sujets donc, au niveau de l'arrosage, comme ça peut être potentiellement un gros poste, on ne va pas chercher à préfiltrer ou à filtrer l'eau, on peut pomper de l'eau brute directement pour l'arrosage. Et pour les VCAO, dans le cas où il y a des VCAO, de la même manière, on peut se contenter d'avoir une eau
clarifiée, mais pas forcément une eau potabilisée pour tirer la chasse d'eau. Ensuite, l'eau, elle va terminer son circuit, on va la rejeter. Donc, dans le cas d'un assainissement non collectif, on va la rejeter sur notre terrain par l'intermédiaire d'un système de traitement. Donc, ici, une phytoépuration. Il y a d'autres possibilités en termes d'assainissement également. Donc, voilà, ça, c'est le schéma vraiment général euh, qui va s'appliquer à tous les cas de figure et qu'on va chercher à adapter évidemment à chaque projet. Il faut que je change les slides, c'est moi qui change? Ok, C'est tout bon. ok, pas de souci. Donc là, on va attaquer, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, maintenant, on part dans le stockage et dans le pompage de l'eau. Voilà, donc ça, le stockage, c'est vraiment spécifique à l'eau de pluie. Donc quand on a de l'eau de pluie, il va falloir la collecter, la stocker dans de bonnes conditions. Donc on va pas avoir le temps de monter un projet là, mais je vais vous donner les points qui, selon moi, sont les plus importants, les points de vigilance pour votre conception, pour bien réaliser les choses, pour bien anticiper les choses. Donc la première chose, ça va être de bien choisir les surfaces qui vont être collectables, les surfaces de toiture. On va éviter évidemment tout ce qui est eau de ruissellement, eau de voirie, qui vont être chargées en hydrocarbures, qui vont être très chargées en sédiments, en matière organique. Donc ça, ce serait néfaste pour la qualité de l'eau. On va vraiment prendre que les toitures. On va faire aussi attention d'avoir des matériaux inertes sur les toitures. On va éviter tout ce qui est béton bitumineux, tout ce qui est bitumineux, tout ce qui est amiante, tout ce qui est toiture végétale. J'en passe, c'est des meilleurs, sachant que l'eau de pluie est légèrement acide, elle va avoir tendance à corroder la matière si c'est le cas. Ensuite, avant d'arriver dans la cuve, je vais mettre un point d'honneur sur la préfiltration à la cuve. Euh, je pense que c'est un point qui est trop souvent négligé dans la conception. Souvent, on collecte très vite l'eau et après, on se débrouille avec l'eau telle qu'elle est dans la cuve. Je pense que c'est très important d'avoir une très bonne filtration en amont de la cuve. Ça peut être des systèmes de décantation, mais aussi des systèmes de filtration dans des graviers couplés à des mousses de filtration et pourquoi pas des géotextiles également de filtration qui vont permettre d'avoir une eau déjà bien clarifiée en entrée de cuve. Et ça va prévenir beaucoup de problèmes de qualité dans la cuve et donc derrière aussi dans l'entretien du système des équipements de pompage et de filtration. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va stocker l'eau. Donc là, il y a plein de manières de stocker l'eau. Évidemment, nous, on va privilégier de stocker l'eau dans des cuves en béton et enterrées. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a besoin pour sa conservation d'avoir une température relativement stable, qu'elle soit privée de lumière, donc qu'elle soit dans l'obscurité, pour éviter aux bactéries de pouvoir proliférer dans les cuves en présence de la matière organique qui de toute façon sera présente malgré la préfiltration. Euh, la cuve en béton, pourquoi? Alors il y a du plastique et du béton pour faire simple, hein. PEHD c'est des formes de plastique. Euh, donc pourquoi la cuve en béton? Pour la minéralisation de l'eau, puisque l'eau, comme on l'a vu, l'eau de pluie elle est légèrement acide. On va chercher à la reminéraliser avant de l'envoyer dans le réseau de la maison pour éviter qu'elle soit corrosive pour les différents éléments. En plus, le plastique, dans le temps, ça vieillit mal, relargage de nanoparticules potentiellement, et donc ça peut nuire aussi à la qualité. C'est pas impossible de mettre du plastique, mais il faut comprendre les différents inconvénients, avantages, inconvénients des différentes cuves. Y compris les plastiques alimentaires, hein, parce qu'il y a des plastiques alimentaires, ils font des cuves maintenant voilà, en plastique alimentaire, mais voilà, on a quand même fait des expériences qui ne sont pas concluantes au niveau de ces cuves. Il y a des études qui ont montré récemment les scandales sur la qualité des eaux de bouteille et la présence de nanoparticules dans les eaux de bouteille. Donc on se rend bien compte que voilà, il y a quand même il y a une dégradation du plastique dans le temps. Bon, le béton, c'est pas optimal non plus, hein, pour d'autres raisons, mais enfin voilà, moi, je pense que c'est quand même important d'éviter le plastique surtout pour la consommation humaine. Alors les cuves en béton, forcément, c'est
pénible parce que c'est très lourd. Donc, il faut des gros engins de chantier. Donc, il va falloir faire appel à une entreprise de terrassement. Vous aurez du mal à le faire vous-même, sauf si vous décidez de maçonner votre cuve vous-même. C'est complètement possible. Mais il faudra apporter les garanties d'étanchéité, tout ce qui va avec. Donc, il faut trouver des bons professionnels pour faire ça, ou si vous vous sentez de le faire, c'est parfait. Donc, les cuves en général, il faut une cuve, des pelles de 15 à 20 tonnes hein, pour transporter des cuves de 7 à 10 000 litres qui font 4 à 5 tonnes chacune. Voilà, il faut la place, il faut l'accessibilité des engins. Donc, il faut penser vraiment à tout ça, c'est important pour bien organiser son chantier. Bon, ensuite, OK, pour les cuves, je pense qu'on va s'arrêter là. Après, s'il y a des questions, on pourra revenir, il n'y a aucun problème. Alors, pour le pompage, peut-être. Donc, le Ouais, pompage, peut-être Vincent, il y a quand même oui. pas mal de questions dans le chat là sur les cuves. Oui. Peut-être que OK, bah, allons-y. je pense que tu as répondu à pas mal d'entre elles, mais du coup, est-ce qu'il y en a certains qui du coup souhaiteraient prendre la parole là sur le sujet? Est-ce que relire la... Oui, volontiers. Oui. Oui. Donc, Corinne d'Optimo. Ah oui, bien sûr. Bonsoir à tout le Salut monde. Corinne. Bonsoir Vincent. Je ne sais pas si Ah, vous bonsoir, m'entendez. Corinne. Bah oui. J'ai partagé le lien vers ta page, justement. Ah ouais. Bon, parce qu'on a travaillé ensemble et bon, bah, Oui. tu as bien appris la leçon. Je vais apporter quelques précisions. J'ai apporté quelques précisions. Alors, l'eau de pluie est basique. Quand on la stocke dans une cuve en béton, l'intérêt, c'est qu'elle va aussi se reminéraliser quand la cuve va être rodée. Et au bout d'un moment, on va avoir une eau neutre. Donc, c'est important pour les canalisations. Et ça permet de pouvoir l'utiliser au-delà dans la maison que ce qui est habituellement prévu, toilette, lave-linge, on va au-delà avec aussi ce que tu as proposé, enfin ce que vous avez proposé avec Emmanuel pour la microfiltration. J'avais des trucs à dire. Quand Emmanuel a fait sa présentation, il a parlé des différentes qualités d'eau. Il faut prendre en compte qu'une eau de source, elle peut très bien se trouver dans un endroit pollué. À un instant T, l'eau va être de bonne qualité, mais pour peu qu'il y ait un élevage à côté, le lendemain, il se peut que l'eau soit polluée. C'est toujours difficile d'avoir une analyse constante avec l'eau de source. Et pour l'eau du réseau, j'ajouterais que quand même, il y a quelque chose de compliqué. Ce sont les résidus médicamenteux qu'on ne va pas retrouver dans l'eau de pluie. Donc, pour nous, l'eau de pluie, franchement, c'est la meilleure. Après, c'est vrai que l'eau de source, si elle n'est pas polluée, c'est une bonne eau. Mais on va avoir une eau calcaire. OK. Alors qu'en eau de pluie, on n'aura jamais de calcaire. Donc Alors, ça, c'est c'est ce qu'on va important voir aussi après. pour les On va voir canalisations. les solutions pour gérer justement cette problématique. Oui. Merci Corinne, De merci pour la... calcaire, tu veux dire, Emmanuel? Oui, je disais, J'ai pas on a compris, de quoi Emmanuel. gérer l'idée, c'est qu'en fait, on trouve des solutions pour justement gérer les pesticides et le calcaire. Donc ça, c'est ce qu'on va évoquer par la suite. Oui, Alors, après, Ah, si tu pars Alors, à la base avec une attends, eau sans pesticides... Corinne, Oui, pardon. merci pour l'intervention. Si on revient dessus, on pourra après Oui, peut-être oui, la oui, c'est parole. bon. Parce qu'il y a pas mal de mains qui se Oui, lèvent. oui, bien sûr, Le chat aussi bien s'anime sûr. fortement. Du coup, Madeleine, Moussa, et ensuite, je vais pouvoir. Il y a des questions aussi sur le dimensionnement. Je sais pas si vous pouvez les lire déjà, Manu ou Vincent. Peut-être que ça vous aurez un œil plus vigilant que alors le mien sur. faut que Et faut que Émeric. j'ouvre le chat, c'est comment? Alors, d'abord, je vais donner la parole à Madeleine, ensuite Moussa, ensuite Émeric. Et si il reste des questions dans le chat auxquelles on peut répondre là rapidement, histoire de bah, pas. oui, on peut parler du dimensionnement, Vincent. De toute façon, c'est la suite. On voulait juste faire un Oui, petit peu sur la pompe et puis après, on parlera du Ok, très bien. dimensionnement. Et bah, ok, on finit cette partie et on fera un nouveau tour de parole. Voilà, Merci, ouais, ouais, on fait. Moussa Ok. et Émeric, de garder Ouais. vos questions. OK. Donc, pour les pompes, tu OK. laisses un petit mot, Vincent? OK. Ouais. Est-ce que je peux bon, petite remarque par rapport à ce qu'a dit Corinne sur l'eau de pluie. Donc l'eau de pluie est effectivement moins polluée à la base. Elle est effectivement pas calcaire et donc ça c'est un gros avantage pour tous les installations intérieures, pour beaucoup de sujets. On va la reminéraliser dans des cuves en béton. Malgré tout, les minéraux qu'elle va contenir une fois qu'on va l'envoyer dans l'habitat seront pas du tout de la même qualité que les minéraux naturels qu'on a sur une autre source, même sur une autre forage, qui elle va se charger dans les entrailles de la Terre, voilà, qui va vraiment se charger dans tous les oligo-éléments essentiels.
va pas forcément retrouver dans l'autre cuve. Voilà. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. C'est juste petite précision que je voulais ajouter. Donc au niveau de la pompe, bon, il y a plein de systèmes de pompage. Il y a des pompes immergées, des pompes de surface, des groupes surpresseurs qu'on peut avoir déportés. Nous, on aime bien les pompes immergées directement dans les cuves, hein, mais une pompe immergée, ça peut être dans un puits, ça peut être aussi une pompe de forage. Ça, c'est la même chose, c'est encore une pompe immergée. C'est des pompes qui vont permettre de remonter l'eau sur des grandes hauteurs, qui vont avoir des très bons niveaux de rendement, donc qui vont être, on va dire, les meilleurs en termes de consommation énergétique, et qui bien souvent présentent sont automatiques, c'est-à-dire qu'elles vont elles-mêmes se déclencher lorsque la pression atteint une valeur seuil, c'est-à-dire que quand la pression arrive à 2 bars, elle va se lancer, et une fois qu'elle sera remontée à 4 bars, elle va se couper. Voilà. Et c'est le ballon tampon qui va se charger de lisser cette pression-là. Donc voilà, pompe immergée simplement, ça fonctionne Automatique. très bien. Avec les sécurités manque d'eau aussi, c'est-à-dire qu'en fait, Ah la oui, pompe c'est se manque coupe d'eau. automatiquement quand il y a plus d'eau. Hmm. Donc ça, c'est toutes les sécurités, c'est tout automatique aujourd'hui, il n'y a rien à régler. Et on a des pressions de 4 bars généralement, qui sont des pressions acceptables pour l'eau, hein, sachant que voilà, un bar, c'est 1 kilo au centimètre carré. Donc sur 10 centimètres carrés, vous avez 10 kilos de pression. Déjà, ce qui est assez impressionnant. Donc 4 bars, ça fait 40 kilos au centimètre carré. Pour de l'eau, si on veut pas trop la stresser, c'est largement suffisant. Alors, on évoque le dimensionnement maintenant. Donc voilà, les usages domestiques de l'eau qui vont vous permettre de calculer un petit peu votre besoin en fonction du nombre de personnes et des consommations de l'habitat. Alors pour faire assez simple, parce qu'effectivement, bah, là on voit les différents postes et on voit la disparité hein, qu'il y a selon ce qu'on fait avec l'eau. Hein. C'est important de bien choisir comment on l'utilise. Mais pour faire simple, on utilise en moyenne en France entre 100 et 150 litres par jour par habitant. Ça, c'est les moyennes nationales. Évidemment, quelqu'un qui va être en conscience, qui va peut-être, pourquoi pas avoir des toilettes sèches, il va pouvoir largement abaisser cette consommation à de l'ordre de 50 litres par jour par personne. Au Mexique, dans le désert, on est à moins de 15 litres par jour par personne. Hein, donc il y a des gens qui savent vraiment, qui connaissent vraiment la valeur de l'eau et qui ne la gaspillent réellement pas. Voilà pour le dimensionnement. Donc ça c'est la base du dimensionnement. Ensuite, vous allez vouloir savoir combien de mètres cubes il vous faut à stocker. Donc là, ce qu'on fait pour l'autonomie, c'est qu'on va se dire quelle est la période maximale de sécheresse contre pour laquelle je souhaite être autonome, je souhaite disposer d'eau. Et donc, en général, selon les régions, évidemment, quand on est en montagne, il va pleuvoir plus souvent, même en période de sécheresse. Dans d'autres régions, c'est pas du tout le cas. On va être de l'ordre de 2 à 4 mois sans pluie. Donc on va partir du principe qu'il faut, je vais dire, allez, 80 litres par jour pendant 4 mois sans pluie par personne présente sur le lieu. Et donc ça nous donne des dimensionnements très variables, mais qui peuvent généralement, pour un foyer classique, aller de 10 mètres cubes à 30 mètres cubes. C'est des dimensionnements assez classiques voilà, de ce qu'il faut pour un foyer. Sur des écolieux, bon, c'est complètement différent, il faut calculer les choses de manière plus grande. Mais voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée du dimensionnement des cuves. Sachant que le surdimensionnement est à éviter quand même. Ouais, c'est vrai. Le surdimensionnement n'est pas forcément positif. Alors c'est bien, on a envie de surdimensionner pour augmenter notre sécurité en termes de quantité, mais on perd en qualité. Voilà. Parce que l'eau, elle a besoin quand même d'avoir une certaine rotation. Il faut quand même l'utiliser. Et l'eau stagnante, même si on la préfiltre bien, même si on fait attention, elle va avoir tendance à tourner quand même au bout d'un moment. Et donc, on va perdre en qualité. On va perdre en qualité d'eau. Donc, c'est voilà. Faut pas qu'elle soit trop longtemps dans les cuves. C'est un compromis. OK. Voilà. Donc, les usages domestiques, bon, ça rebondit encore sur la même chose. Oui, donc la réglementation, bon, il y a beaucoup de textes qui sont parfois contradictoires en plus entre eux.
Pour faire très simple, il n'y a pas grand-chose qui est réellement interdit. Le législateur, ce qu'il veut, lui, c'est avoir la main mise sur la qualité de l'eau qui distribue par l'intermédiaire du réseau d'eau de ville. Donc, lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est est-ce que chez vous, vous avez une eau privée ou pas? Et si vous en avez une, est-ce que vous avez une connexion avec le réseau public ou pas? Et si oui, vous serez obligé de mettre en place un système de disconnexion, donc qui va éviter, donc c'est un système physique c'est un système de plomberie qu'on va installer sur l'arrivée d'eau de ville, au niveau de la connexion avec le réseau, et qui va éviter le contact entre l'eau privée et l'eau publique. Et donc, le législateur, ce qu'il vous demande, c'est de déclarer votre source d'eau privée pour que lui puisse venir contrôler la présence de cet élément de disconnexion. C'est essentiellement ce qu'il va vous demander. Après, il y a plein de règles techniques. Il y a un cadre technique qui est donné pour l'installer, pour mettre en place des réseaux d'eau avec des sources privées. La réalité, c'est qu'on n'a jamais mis en place de double réseau. Ça, j'ai vu passer la question. Il n'y a pas de double réseau dans les habitations. On utilise le même réseau et il faut juste mettre en place le système de disconnexion. Voilà, ça c'est dans la pratique, c'est ce qu'on fait. Et il n'y a pas de problème avec l'administration. Voilà pour la réglementation pour faire assez simple. Et on peut rentrer dans le détail si vous voulez, plus loin. Rapidement, parce Rapide. que... Pardon. Vas-y Manu, excuse-moi. Ouais, non, vas-y, on peut prendre quelques questions là, ouais, s'il y en a pas. Donc Madeleine, Moussa, Emeric, Pierre-Yves, j'ai noté que vous avez levé la main. Et ensuite, on pourra aller voir un peu dans le chat aussi. Je n'ai pas parlé des autres cas de figure d'ailleurs. On a parlé que de l'eau de pluie, mais pas du puits, pas du forage. Madeleine, tu as baissé ta main, alors peut-être qu'on a répondu à la question. Si c'est le cas, je te laisse la parole, Moussa, histoire qu'on ne parle pas trop de temps. Bonsoir, vous m'entendez? Ouais, Oui, Parfait, bonsoir. Ça prend pas de temps du tout. Je voudrais revenir sur les cuves maçonnées dont on a parlé tout à l'heure, dont Vincent a parlé tout à l'heure. Il disait que il fallait, quand elle était maçonnée, assurer l'étanchéité, je suppose, avec cette espèce de peinture qui permet justement d'étanchéifier le béton. Mais est-ce que cette étanchéité ne bloque pas la minéralisation qu'apporte justement le béton? Alors, le mieux, c'est de faire l'étanchéité à la chaux. À la Ça marche chaux? très bien avec ces minérales et il n'y a pas de produits chimiques dedans. Ça fonctionne très bien, ouais. Comme à l'époque, hein, à l'époque des Gaulois ou des Romains, c'est comme ça que ça fonctionnait. Vous faites Merci beaucoup. un crépi à la chaux qui fait entre 1 et 2 cm d'épaisseur et Mais vous c'est aurez normalement, si c'est bien fait, c'est une belle étanchéité. c'est chaud uniquement ou terre chaud? Non, non, chaud uniquement. Chaud Chaud uniquement, uniquement. d'accord. Ben, j'avais jamais entendu. Merci Ouais. beaucoup. Et la chose très importante, c'est qu'en fait, en fond de cuve, il faut pas qu'il y ait d'angle tranchant à Oui, angle droit ouais, pour que ça ça, j'avais soit, entendu. soit arrondi. Voilà. ouais, la forme des cuves, on n'en a pas parlé, effectivement. Ouais. Donc c'est mieux les cuves cylindriques, voire même ovales, parce qu'on a une meilleure circulation, un meilleur mouvement de l'eau dans la cuve et donc une meilleure qualité d'eau. Il n'y a pas de zone de décantation, de sédimentation. Euh, et encore une fois, on respecte le mouvement de l'eau, donc elle nous la rend en termes de qualité. Bon, Parfait, Émeric, merci. on a répondu à ta question. Merci Moussa. Pardon. Émeric, on a répondu à ta question. J'en profite pour dire merci aux personnes qui se répondent les uns aux autres dans le chat et qui font alimenter la discussion. C'est déjà le bon esprit. Du coup, je ne sais pas si on a répondu à ta question, mais j'imagine que Ouais, bah, moi, j'avais exactement la même question que Moussa. C'est D'accord. juste que je suis juste un peu étonné par 2 cm de chaux. Alors, je suppose que c'est de la chaux hydraulique. Alors, oui, oui, c'est ça, c'est de la chaux hydraulique, oui. Et en fait, ça n'empêche pas de construire un mur derrière, soit en plot, soit en pierre, soit en ce que vous voulez, avec une belle épaisseur, et idéalement de la ferronnerie. Et avec ce crépi à l'intérieur, donc c'est agopti plus crépi, et ça fonctionne. Ok. Ouais. Alors après, Pierre-Yves, idéalement, vous pouvez vous rapprocher de. Il y a pas mal d'artisans qui font de la chaux, enfin pas mal, il y en a quelques-uns quand même qui sont assez spécialisés là-dedans.
Vous pouvez aussi aller voir les fabricants de chaux qui peuvent vous renseigner à ce niveau-là. Pierre-Yves? Ah, faut que tu actives ton micro. Micro en bas à gauche. En bas à gauche. Je t'ai envoyé une demande pour que tu réactives ton son. C'est bon. Ah, le micro est activé, mais on ne t'entend toujours pas. Je pense que c'est la sortie audio qui est pas bonne. Du coup, le temps que tu règles ça, je vais juste donner la parole à Kathleen. Oui, bonsoir à tous. Ouais, on t'entend. Salut Théo, merci pour ce soir, c'est super intéressant. Voilà, alors nous, on a acquis un ancien moulin, on est en bord de rivière et c'est très beau. Du coup, ma question était plutôt au niveau légal parce qu'en fait, le moulin n'est plus en fonctionnement. Donc, on est branché, nous, sur un réseau d'eau classique pour tout ce qui est habitat. Mais par contre, on a découvert qu'avant, ils avaient aussi un réseau pour l'arrosage du jardin et quelques espaces comme ça qui étaient connectés à la rivière. Donc, c'est un système de pompe en fait qu'il faudrait qu'on change. Donc, on n'a pas encore fait ça, mais du coup, j'en profite pour vous demander est-ce que ça a un rapport avec ces trucs de réseau comment ça vous avez appelé ça, déconnecté, là, je sais pas quoi, pardon, je ne me rappelle pas des termes. Et est-ce qu'il faut qu'on remettra la pompe? Est-ce qu'il faut donc déclarer ça? Comment ça se passe? Parce qu'on veut faire les choses bien. Et donc, on a vu qu'ils Bah, avaient Vincent, tout. tu peux peut-être. Ouais, Ouais, Vincent va vous parler un petit peu Alors, alors, de l'aspect alors, réglementation rivière. Et puis, ouais, alors en rivière, en rivière, en fait, il faut demander l'autorisation du gestionnaire du milieu récepteur. Donc la rivière, qui c'est qui gère au niveau légal? C'est la police de l'eau. Ça, en fait, ouais. donc vous avez un cadre. Donc si vous prélevez de l'eau en rivière, il faut demander l'autorisation de le faire. Donc soit vous Mhm, avez déjà un droit d'eau existant parce que là vous avez un moulin et donc il y a un droit d'eau qui vous autorise déjà de fait à le faire. Et s'il est antérieur à la loi, alors il est valide. mhm, Sinon, ouais, Sinon, il faut évaluer ce que vous voulez prélever à la rivière. Et il y a un ouais. cadre réglementaire, donc on ne peut pas prélever trop d'eau, Oui, évidemment. bien sûr. Il faut Oui, laisser suffisamment d'eau pour le fonctionnement de la rivière. Je sais plus, je bien crois sûr. que de mémoire, c'est 5% du débit d'étiage, donc c'est le débit minimum de la rivière, pas plus de 5% du débit d'étiage. Il y a des conditions pour le D'accord. prélever, pour le rendre. Donc ça, voilà, ça c'est prélèvement rivière. Ensuite, si vous connectez cette eau-là à votre réseau d'eau de ville, Non, là, c'est pas le vous cas. êtes soumis de la même manière à la réglementation sur D'accord. la disconnexion. Voilà. D'accord. Alors, Voilà. ouais, dans notre cas, ce ne serait pas le cas parce que ce qui existe déjà, c'est des deux systèmes différents. Donc, nous, on paye nos factures d'eau en réseau classique pour notre consommation, on va dire, habitat. Et après, ce truc de connexion rivière, là, c'était pour un peu d'arrosage, mais très peu, pour un potager, par exemple. D'une manière enfin, au niveau technique, euh, Ouais. voilà, l'eau en rivière, bon, je ne sais pas dans quel environnement vous vous situez, mais On est dans le elle, Gard. elle va être Ouais. potentiellement de moindre qualité ou soumise à plus de fluctuations de qualité que l'eau que l'eau de source. Euh, Ouais. donc c'est super. Comme elle est en mouvement, c'est vraiment super pour l'arrosage. Ça, c'est vraiment bien. Euh, Mhm. Maintenant, je vais pas forcément conseiller d'utiliser de l'eau en rivière pour la consommation humaine, quoique techniquement, enfin, on puisse arriver à la filtrer suffisamment. Mais voilà, encore une fois, comme il y a des fluctuations de qualité, ça va être plus difficile d'avoir un système bien réglé, de bien D'accord. régler le système de filtration. on y arrive, là. On y arrive, mais c'est un peu plus Ouais. complexe. Effectivement. Pardon? Je veux dire, on y arrive, c'est juste un peu plus complexe, mais on y arrive. Ah, Oui, bon, on il a va pas vu avoir mieux que aussi. on a testé, mon mari avait acheté un filtre là qu'on trouve pour être dans des situations un peu de survivor là en Afrique, Ouais. etc. Donc il a testé le filtre pour boire un litre comme ça. Bon, c'était très bon, on n'est pas tombé malade. Bon, apparemment en plus on est dans le Gard, donc on est dans une région qui est vraiment contre les pesticides et tout ça. Et apparemment, les tests sont plutôt bons sur la rivière, mais nous, c'est pas du tout pour la consommation, pour D'accord. la boisson, c'est vraiment, voilà, pour faire un peu d'arrosage.
ponctuel. Après, nous, ce qu'on préconise, voilà, d'une manière générale, c'est que bon, on va venir un petit peu à ça maintenant au niveau des filtres, hein, mais c'est de toute façon de faire une analyse d'eau pour savoir si, voilà, s'il y a quel type de filtre on va utiliser. Hein. D'accord, ok. Théo, on continue et puis on verra après s'il y a d'autres Merci. questions à la Super. fin. Merci Ok, ok, beaucoup. je vous laisse voir par rapport effectivement au temps qui vous reste, mais Pierre-Yves, Madeleine, Anne, j'ai bien noté que vous vouliez poser vos questions, donc on prendra le temps à la fin. On verra à la fin du coup. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on parle du puits et du forage ou on oublie complètement? Je vois, c'est juste des points clés à faire attention s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont un puits chez eux ou qui souhaitent faire un forage. Juste les quelques points. Bon, je vais les Euh, aborder en 30 secondes. ouais, Vas-y, allez. peut-être très rapidement, Ouais. ouais. Ok. Moi, très rapidement, si vous avez un puits chez vous, que vous envisagez de faire de l'autonomie à partir de votre puits, je vais vous conseiller de tester votre puits pour tester la qualité et la quantité d'eau disponible dans le puits. Donc, faire une analyse d'eau brute et puis donc, plonger une pompe dans le puits, vider une partie de l'eau du puits et mesurer le temps qu'il faut pour que votre niveau retrouve son niveau initial. Le niveau d'eau retrouve le niveau initial. Calculer le volume en question et donc connaissant le volume de recharge dans un laps de temps donné, vous avez le débit de recharge. Évidemment, ce test, il faut le faire à l'étiage, donc à la période la plus critique, la période de sécheresse, pour vérifier que vous pouvez le faire, que ça fonctionne dans les situations les plus critiques. Voilà. Et si et ensuite vous comparez cette valeur avec votre débit de dimensionnement pour vérifier si ça peut correspondre à vos besoins ou non. Je vous conseillerais aussi de curer votre puits si vous pouvez. Donc, il y a des professionnels qui font ça très bien. De couvrir votre puits donc pour éviter qu'il y ait de la matière organique qui se dépose, des feuilles, des sédiments, des graviers, toutes sortes de choses, que ça s'envase trop facilement. Et puis que ça soit un peu coupé de la lumière, enfin que ça soit bien coupé de la lumière, parce que de toute façon, un puits, c'est quand même relativement bien coupé de la lumière. Et puis ensuite, je vous conseillerais, malgré toutes ces précautions, d'éprouver votre puits quand même pendant au moins une année complète, pour être sûr quand même que ça vous suffit en termes d'autonomie. Donc en ayant une autre sécurité, donc au moins peut-être la sécurité haute ville à côté, au cas où bah, elle puisse tarirait et que bah, voilà, vous avez quand même besoin d'avoir de l'eau chez vous. Et important, quel que soit le type d'eau, faire des analyses d'eau régulières, donc une analyse en amont pour bien choisir la filtration, une analyse après filtration et après installation de la filtration, et une analyse au moins une fois par an pour vous assurer quand même que l'eau elle reste potable. Pour le forage, c'est un petit peu différent. Donc, pour un forage, vous allez avoir besoin d'un sourcier, sauf si vous êtes sourcier vous-même, il y en a qui le sont, pour vérifier la présence d'eau sur votre terrain. Généralement, il y a de l'eau sur les terrains, hein. Mais la profondeur, le débit disponible, ça varie beaucoup. Donc, vérifiez la présence d'eau sur votre terrain. Vous assurez de la capacité du forage, que la capacité du forage convient à vos usages. Pareil en termes de débit. Vous allez demander au sourcier, il va pouvoir évaluer le débit normalement disponible à l'emplacement qu'il a trouvé. Et vous allez la comparer à vos usages. Vous faites réaliser le forage par un professionnel. Vous faites installer une pompe et un réservoir tampon. Vous amenez l'eau dans votre local technique et vous faites tester votre eau brute. Et à partir de cette analyse d'eau brute, vous choisissez une filtration en conséquence de l'analyse d'eau. Voilà. Alors pour l'eau de source, l'eau de puits, en général, il n'y a pas besoin de stockage, hein, donc il n'y a pas besoin de cuve de stockage. C'est l'avantage quand même de ces systèmes par rapport à l'eau de pluie. Alors, Voilà. je fais une petite précision par rapport à un forage. Si jamais vous faites appel à un sourcier, demandez une confirmation avec un autre sourcier sans lui indiquer où le premier a trouvé. Comme ça, ça vous permet de croiser l'information et quand le foreur il arrive, voilà, on est sûr à 100% que les deux sourciers ont bien dit la même chose et qu'il y a de l'eau. C'est assez intéressant de le faire. Ça évite les frais pour rien. On continue? Vincent, c'est bon? Est-ce que, ouais, on fait pas de pause là sur les puits forages? Non, on s'arrête pas, on continue. Alors, maintenant, on va partir de. Je vois plus oui. Eh ben, ensuite, c'est la filtration. Ça, on est sur la filtration, oui. Donc, la filtration, donc on a toujours notre H2O, ça on connaît bien.
Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas que H2O dans l'eau, il y a aussi pas mal de bactéries, pesticides, euh, virus, etc., etc., hélas. Et donc, on est obligé de composer avec l'eau qui est disponible, hein, qui n'est pas forcément une eau qui est propre et pure. Par contre, elle reste vivante et c'est ça le gros intérêt, c'est qu'on peut débarrasser cette eau de tout ce qui est indésirable aujourd'hui pour la rendre complètement potable à 100%. Techniquement, encore une fois, tout est possible. Euh, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on parle beaucoup de l'ingestion, mais on parle très peu de la partie douche et bain. Et il faut savoir qu'il y a des études, très peu d'études sont sorties là-dessus, mais c'est pourtant flagrant depuis les années 2000. Euh, la peau absorbe 600 fois plus de pesticides qu'à l'ingestion. C'est-à-dire que quand vous prenez votre douche, vous prenez 600 fois plus de pesticides que quand vous buvez de l'eau. Donc, c'est hyper important d'avoir une eau. Alors, on parle souvent des berquets, des choses comme ça pour filtrer l'eau de consommation, c'est très bien, mais ça fait que la consommation, hein. Donc, il faut penser aussi à la douche, parce que vous en prenez 600 fois plus dans la douche. Donc, voilà, prendre compte de ça, et c'est pour ça que nous, les systèmes qu'on met en place, c'est des systèmes qui vont concerner tout le circuit d'eau dans la maison. Alors, des fois, y compris les toilettes, parce qu'on ne va pas séparer le réseau. Mais voilà, au moins une eau propre à tous les niveaux. Donc notre filière, on va vous la présenter en deux mots. Bah, tu y vas, Vincent? Ouais, bah, allons-y. Alors, Allez, il y a vas-y. trois éléments. Donc, le premier, bah, c'est un pré-filtre classique, bobiné, anti-sédiment, donc un micron. Donc, ça cherche, son rôle, c'est uniquement de préserver ce qui va se passer derrière d'un colmatage prématuré. Voilà. La deuxième partie, c'est donc plusieurs solutions, mais c'est une technique d'ultrafiltration pour supprimer tout ce qui est bactérien, virus. Donc on la préfère à des solutions comme les ultraviolets qui vont émettre des rayonnements et qui vont nuire à la partie vivante de l'eau, à l'aspect vivant, vitalisant de l'eau. Donc on est sur l'ultrafiltration là. Et ensuite on a la partie microfiltration, donc où là on vous propose une cartouche qu'on va dire Aragon 3, qui va éliminer extrêmement polluants organiques, comme c'est le cas pour le charbon actif. Donc les polluants organiques, c'est les polluants classiques, produits pharmaceutiques, pesticides, hydrocarbures, détergents, j'en passe et des meilleurs, le chlore aussi, mais aussi les polluants inorganiques, comme que sont les métaux lourds, qui sont en général mal retenus ou partiellement retenus dans des dispositifs au charbon actif. Donc ce système, donc c'est un matériau, c'est un polymère qui est extrêmement stable et qui est vraiment très efficace, qui capture vraiment presque tout, mais il laisse quand même passer, fort heureusement, les minéraux. C'est un système qui a été développé suite à l'accident de Tchernobyl pour purifier l'eau contaminée par les déchets radioactifs. Donc c'est quand même pour vous donner le niveau de filtration de cette cartouche. Voilà, donc on le propose en trio, facile d'installation. Alors ça, ce système-là, évidemment, donc, il va pouvoir être précédé d'une préfiltration selon la qualité de l'eau de départ de l'eau brute. Si vous avez une eau trop chargée en sédiments, le petit filtre bobiné à micron, il ne va pas suffire à préfiltrer l'eau correctement avant de rentrer dans le système et vous allez passer votre temps à changer vos filtres. Donc, c'est pas ce que vous voulez non plus. Voilà, donc ça, c'est un système trio qui présente, voilà, qui est simple d'installation et qui a les manomètres intégrés, donc qui permettent de suivre la pression amont-aval. Et les manomètres, bah, c'est un indicateur de suivi de colmatage des filtres. Quand il y a une différence, quand il y a un différentiel de pression trop important entre l'amont et l'aval, on sait il commence à y avoir une intervention nécessaire sur les filtres. C'est un indicateur parmi d'autres, hein. Vous pouvez aussi vous en rendre compte au débit d'eau, au robinet, hein, par ailleurs. Donc, la performance, bon, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un système qui veut revenir, très performant. Donc là, on voit sur ce schéma que performance du système Aragon, de la cartouche Aragon, elle est proche de la performance qu'on va obtenir sur des systèmes d'osmose inverse
ou de nanofiltration, mais à la différence de ceci, la cartouche Aragon, elle fonctionne à des pressions donc bien moindres, donc de l'ordre de 1 à 3 bars, ça fonctionne très bien. C'est pas du tout le cas sur les autres procédés. Et donc, on reste sur des pressions acceptables pour respecter l'eau dans son aspect vivant. Voilà. Et donc, c'est un matériau qui combine plusieurs effets, donc il va avoir toutes sortes d'effets pour arriver à ce niveau de qualité. Et on va également avoir à l'intérieur de cette cartouche un effet vitalisant et un effet adoucissant, donc pour le calcaire. On passe à la suite peut-être? Ouais, on passe à la suite. Donc, je précise simplement que tout ce qu'on vous dit là, vous le retrouvez sur le site, hein, sur le Et site internet. beaucoup plus détaillé. Ouais. Voilà, on ne va pas passer trop de temps non plus parce que. Voilà, oui, c'est ça. Donc après, voilà, on va parler rapidement de la dynamisation, donc, parce que ben, voilà, l'eau, dans son cycle naturel, elle est en mouvement constant. Elle n'est jamais en ligne droite, donc elle est toujours en circulation et très souvent en spirale, donc en vortex. Et Victor Schomberger, c'est un chercheur indépendant du siècle passé qui avait découvert beaucoup de choses sur l'eau, notamment le côté vortex. Et il s'était rendu compte des bienfaits, simplement, hein, quand vous prenez par exemple une bouteille, vous la remplissez d'eau et que vous la faites tourner comme ça en vortex, tout simplement, vous allez pouvoir tester que l'eau, avant et après votre mouvement, elle n'a pas le même goût. Simplement ça. Ouais, Hein. Et après, voilà, le vortex, tu peux évoquer un petit peu le vortex, Vincent, ouais, aussi. le vortex. Alors, le vortex, c'est pareil, on fera une page vraiment dédiée au vortex parce que c'est vraiment passionnant comme sujet. Mais pour vraiment aller à l'essentiel, le vortex, il permet de structurer l'eau, donc au niveau moléculaire, et donc pour créer une organisation moléculaire cohérente. Et donc, il va redonner à l'eau ses qualités naturelles, et ce qui va permettre de renforcer les capacités des organismes végétaux, humains et animaux euh, qui vont bénéficier de cette eau-là. Donc, ça, c'est vraiment un effet clé. Et on a également un effet, donc ce qui va nous intéresser pour nos installations, il y a un effet adoucissant du vortex. Donc adoucissant, c'est anti-calcaire, pour faire ça. Alors ça retire pas le calcaire, attention, hein. Ça permet de faire muter le calcaire qui est sous forme calcite dans sa forme aragonite. Alors c'est quoi ces termes barbares? La forme calcite, c'est la forme antartrante du calcaire, celle qui nous dérange, et la forme aragonite, c'est la forme naturelle du calcaire. On la retrouve aussi sous forme calcite, hein, dans la nature, mais quand elle est en mouvement, elle est sous sa forme aragonite, qui est une forme beaucoup plus lisse, beaucoup plus petite, et donc qui ne va plus laisser de dépôt dans les canalisations, elle va être évacuée avec le flux d'eau. Donc, en plus, cette forme aragonite, elle est utile et elle est digestible pour nous. Donc voilà, Donc si on juste compare, aviser, excuse-moi, juste pour non, illustrer un petit peu, donc en bas à droite, vous avez une photo, donc à gauche, vous avez un cube qui est la calcite, et à droite, vous avez l'aragonite. Donc c'est la même molécule, mais sous deux formes différentes, une qui va coller et l'autre qui va ne pas coller. ouais, l'aragonite, c'est beau, ça ressemble à des coraux un peu, c'est super sympa. Ouais. Euh, donc bon, avantage évidemment de chercher à adoucir l'eau avec ce système, comparativement à un adoucisseur au sel, ben, vous en doutez bien, c'est un système qui ne nécessite pas d'entretien, pas de résine, pas de sel, pas de surconsommation d'eau, pas d'électricité. C'est durable, donc c'est pour toute la vie, c'est juste du biomimétisme, on se base là-dessus. Alors après, effectivement, il va falloir quand même faire attention pour que ces effets soient maintenus. On va faire attention à ce que l'eau elle dépasse pas 70 degrés. Il faudra bien régler son chauffe-eau pour pas passer au-dessus de 70 degrés. Si on fait bouillir de l'eau, ben on perd ces effets-là. Donc c'est parce que le processus d'ébullition, il déstructure l'information. Donc on observe un rétablissement de la forme antartrante. Voilà. Alors ça, là, c'est sur le brisque. Ça, c'est sur le bris, Bon, cet effet vortex, il est présent dans la cartouche Aragon, parce qu'il y a des micropores en forme de vortex qui vont donner déjà cet aspect dynamisant et adoucissant. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin dans cet effet-là, dans la recherche de cet effet-là,
avec ce système. Donc ça, c'est un adoucisseur brisque. Et donc c'est juste deux turbines de direction opposée qui vont mettre le flux d'eau en mouvement tourbillonnaire puissant et qui va engendrer la mutation de la calcite en aragonite. Et on va aller beaucoup plus loin dans les faits grâce à ça. Donc par exemple, sur ce système-là, il est donné pour pouvoir aller traiter des eaux très dures jusqu'à 42 degrés français. Bon, pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment des eaux très dures. Hein. Vous avez la carte des zones où il y a vraiment de l'eau dure en Ouais, France. voilà, là, il y a la carte. Ah bah oui, voilà. Ah bah oui, j'avais pas vu qu'il y avait la carte. Donc les eaux très dures, 42 degrés français, voilà, on est vraiment sur l'essentiel du territoire. On a une mutation de la calcite aragonique qui est donnée à 87%. Donc c'est déjà pas mal, franchement, à 42 degrés français. Donc là où la cartouche Aragon, on va avoir cet effet-là, mais au-delà de 25 degrés français, on va vraiment conseiller d'avoir ce complément pour le calcaire. Voilà. Dans tous les cas, ce système, il va permettre de dynamiser l'eau. Donc même quand on a des eaux douces, il est quand même bénéfique, ce qui va permettre d'aller sur un vortex plus puissant aussi. Ok. Alors, c'est pour illustrer simplement notre système de filtration. Vous voyez avec les trois filtres différents à l'intérieur. Et après, vous avez le trio qui est juste posé. Simplement, on n'oublie pas le bypass pour changer ses filtres. Et voilà. Facile. Très facile. Alors bon, vous avez compris chez nous, donc la filtration UV, on oublie parce que bah, l'UV, alors il y a pas mal d'études qui sont sorties là-dessus, c'est quand même un rayon qui modifie l'ADN. Donc voilà, moi j'ai pas trop envie de ça personnellement et pas envie de donner ça à nos utilisateurs. L'osmose inverse, on oublie aussi parce que ça déstructure l'eau, donc ça nous intéresse pas trop. Et tout ce qui est adoucisseur à sel classique, eh ben, on va oublier aussi. On a des solutions beaucoup plus naturelles et beaucoup plus respectueuses de l'eau. Des questions à ce niveau-là? Ouais, il y a quelques questions, quelques mains levées, quelques questions dans le chat. Je sais pas, Anne qui doit partir, je sais pas si tu es quand même avec nous, si tu veux poser la question. Sinon, je donne la parole tout de suite à Pierre-Yves qui a la main levée depuis tout à l'heure. Et sinon, on pourra aussi prendre deux, trois questions dans le chat sur ces points spécifiques. Ouais, Pierre-Yves? T'as réussi à réactiver le son? Non, on t'entend toujours pas. Désolé. Encore pas? Ah Ah là, on si, là t'entend. c'est bon. C'est bon. Ok. Bon, bah écoutez, merci à Toito, merci à Twiza, bonsoir à tout le monde. Moi, j'avais une idée simple en tête pour séparer l'eau de ville de l'eau de pluie. Il s'agit de faire tomber l'eau de ville directement dans la cuve avec un système de flotteur. Quand la cuve elle est vide, eh bien, l'eau de ville la re-remplit. Alors, il ne s'agit pas de la re-remplir complètement. Il faut gérer le flotteur pour que elle remette suffisamment d'eau dans les cuves quand il n'y en a plus, quoi. Est-ce que c'est pertinent comme idée? Ouais, alors là, je peux dire ce que je pense de ça. Oui, c'est pertinent, ça évite le disconnecteur. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, il faut bien arriver en surverse. Il faut toujours s'assurer que, je crois qu'il y a une chute, d'ailleurs, ça doit être réglementé. Je sais plus si c'est 20 ou 30 centimètres. Il faut de hauteur de surverse, donc de chute d'eau entre l'arrivée d'eau de ville et le niveau maximum d'eau dans la cuve. Faut pas qu'il y ait de contact, faut pas qu'il y ait de risque de contact entre l'eau de la cuve et le tuyau. Donc ça, c'est important de garder cette marge-là. Après, moi, je trouve ça un peu dommage euh, de casser la pression que nous apporte le réseau d'eau de ville, parce qu'elle nous est fournie à plus ou moins 4 bars, et donc on va la casser et on va la repomper derrière et la remettre en pression. Donc on va finalement la pomper deux fois, une fois par l'eau de ville et une deuxième fois par la cuve. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et après, en termes de qualité, bah, ça peut être aussi dommage de mélanger de l'eau de pluie avec de l'eau de ville qui présente, bon, on n'a pas forcément la même qualité. Encore que si on la traite derrière, ça fonctionne quand même. Bah, la solution est pas mauvaise en soi. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui fonctionne là. Mais personnellement, puis après, ça fait aussi tirer un double réseau d'eau.
puisqu'il faut tirer le réseau d'eau qui va jusqu'à la cuve depuis l'eau de vie. Ok. On va dire en matière juridique, c'est possible. Après, Ouais. techniquement, et surtout subtilement parlant, c'est un peu moins intéressant. Ouais. Il nous reste un quart d'heure, donc on va partir sur l'assainissement. Ok. Bah, ouais, enfin, si vous avez des questions sur l'eau encore, Ben, on finira, oui, on verra après. oui, on verra après. Moi, je vais essayer de parler vite fait de l'assainissement. Alors, l'assainissement, bon, en général, on s'en intéresse un petit peu moins que l'eau, voilà, que la ressource d'eau, mais on a prélevé de l'eau à la nature, on l'a empruntée, et donc maintenant, on va chercher à la rendre dans les meilleures dispositions possibles. Donc, quand on parle d'assainissement ici, en autonomie, on parle essentiellement d'assainissement non collectif. Les gens qui sont branchés au réseau, ils ont obligation d'être accordés au réseau, donc ils ne sont pas censés avoir chez eux un dispositif d'assainissement non collectif. Voilà encore, on peut jouer avec les termes de la législation pour quand même essayer d'installer des choses, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une eau usée domestique? Il n'y a pas de nature d'eau usée différente, mais une eau usée domestique. Donc, on va pouvoir la scinder en deux, en général. On va dire qu'il y a les eaux vannes, les eaux issues des toilettes, et les eaux grises. Alors, ce qu'on va pouvoir dire très simplement, c'est que dans les eaux grises, on a l'essentiel du volume d'eau usée, et dans les eaux vannes, on a l'essentiel de la pollution des eaux usées. Voilà, pour faire très simple. Donc, ce qu'on appelle pollution, ça peut être une ressource aussi pour nos végétaux. D'où l'intérêt de mettre en place un système de traitement différencié des eaux grises et des eaux vannes. Donc, autrement dit, mettre en place des toilettes sèches. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui veulent aller dans cette démarche-là. C'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est important quand même de comprendre ça. Alors, oui, encore une fois, alors dans les pollutions, hein, c'est ce que je disais, donc les pollutions, il y a quand même des vraies pollutions. Donc, tout ce qui est pesticides, résidus de médicaments, les métaux, il y a plein de choses qui ne sont pas métabolisées et qu'on va rejeter dans nos urines et dans les fesses, qui vont finir dans nos eaux usées et qu'on va rendre à la nature comme ça. Mais il y a aussi des éléments essentiels à la vie, du phosphore, de l'azote, tout un tas de minéraux qui vont être réellement une ressource pour la terre et pour la végétation. Ok, bon, on va pas aller plus loin sur ces graphes. Alors, deux solutions. Donc, soit on sépare, soit on a un traitement différencié des eaux grises. Donc, les eaux grises, c'est les eaux ménagères, c'est plus ou moins la même chose. C'est les eaux de cuisine, la douche, la machine à laver, essentiellement. Et puis, donc, on va avoir un traitement différencié de ces eaux-là, et puis des toilettes sèches à côté pour le reste. Donc, dans ce cas-là, on peut envisager techniquement la mise en place d'une pédoépuration pour le traitement des eaux ménagères. Pédoépuration, c'est vraiment un concept très simple. En plus, c'est vieux comme le monde. L'idée, c'est de pouvoir infiltrer directement les eaux ménagères dans la couche de surface d'un sol fertile. Donc la couche oxygénée, c'est là où il y a toute la vie en fait du sol. La pédofaune va se charger de décomposer les polluants en ressources assimilables. Alors il y a aussi des polluants, donc il y a des polluants qui n'en sont pas, comme je l'ai dit, l'azote, phosphore, les minéraux qui vont être directement assimilables, mais même les polluants, les vrais polluants, hein, ils vont, en général, c'est des polluants organiques, comme j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, et les polluants organiques, il y a des études qui ont montré qu'ils étaient extrêmement bien et extrêmement rapidement dégradés dans la couche arable de sol. Donc, c'est vraiment un système intéressant, et c'est beaucoup plus intéressant que de renvoyer ça dans le tout à l'égout, dans nos rivières, et parce que, in fine, ça finit dans la rivière, parce que c'est des éléments qui traversent les stations d'épuration collective sans être retenus, et ça finit dans la rivière, et là, c'est des perturbateurs endocriniens, et qui vont réellement nuire à la vie aquatique des rivières. C'est des vrais polluants. Alors que si on la rend au sol, et pas à la rivière, on a un traitement quasiment immédiat de ces éléments. Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel d'arriver là.
Alors bon, la technique, si je parle vraiment en deux mots, si vous voulez mettre en place une pédoépuration, donc il y a un organisme qui a développé ça, c'est Pierre Ether, qui a élaboré un cadre technique, un guide technique qui est disponible gratuitement en ligne d'ailleurs, qui vous permet de dimensionner et de concevoir vous-même la filière si vous souhaitez le faire. Donc en fait, le concept c'est très simple, on va faire des tranchées de 40-50 cm de large sur 2,5 mètres de long à 5 mètres de long, et on va envoyer nos eaux ménagères directement là-dedans. Et en fait, les tranchées, on va retirer les 30 cm de terre végétale et on va à la place mettre en place de la matière carbonée, donc n'importe laquelle, mais bon, en général, on va quand même mettre du broyat de bois, hein, c'est des filtres à broyat de bois, le terme technique officiel, du broyat de bois, qui peut être de nature, enfin, n'importe quelle nature de bois fera l'affaire. Plus vous avez un broyat fin, plus il va se composter vite et plus vous devrez le recharger souvent. Donc, ça sert à rien de mettre un broyat trop fin non plus. Mais voilà, globalement, il va falloir le recharger. Et c'est tout. Alors, dans certains cas, on a besoin d'un pompage pour envoyer, d'un relevage pour relever l'eau vers les zones d'infiltration. Dans d'autres cas, on n'a pas besoin. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à planter, voilà, soit disposer ces filtres à côté par exemple, d'arbres fruitiers existants, soit on va chercher à planter des arbres autour de ces systèmes pour qu'ils puissent bénéficier de l'eau qui va naturellement être envoyée là-dedans. En plus de ça, ce système, il va générer un compost, pas un compost, mais un sol forestier au niveau des tranchées, puisque quand on met de l'eau sur de la matière carbonée, on va avoir une dégradation, la production d'un humus de forêt, qui est une excellente ressource pour notre jardin. Donc c'est vraiment bénéfique et moi j'apprécie vraiment l'idée de me dire que quand je prends ma douche, je suis en train d'arroser mon jardin. Voilà. Donc ça c'est pour la pédoépuration, rapidement. Alors au niveau réglementaire, si on parle de ça, c'est pas légal, c'est pas encore légiféré, c'est en phase d'expérimentation, ça fait 20 ans que ça pousse. Le réseau d'assainissement écologique au niveau national pousse pour faire valoir au niveau des instances ministérielles cette filière. C'est toujours pas légiféré actuellement, mais ça avance. L'année dernière, il y a eu un arrêté qui permet de rentrer dans la phase d'expérimentation nationale. Il y a seulement 30 projets qui ont pu bénéficier de cette phase d'expérimentation, donc ils font partie actuellement de cette phase d'expérimentation, et donc ont un passe-droit légal pour mettre en place ça chez eux. Aujourd'hui, c'est fini, vous ne pouvez pas plus faire partie de cette phase d'expérimentation. Mais malgré tout, il y a un cadre, il y a un début de cadre réglementaire. Donc, c'est des outils qui vont pouvoir vous servir quand vous allez chercher à justifier de cette filière auprès du SPANC, donc, qui est le service public d'assainissement non collectif. C'est vos instances locales qui vont se charger de contrôler la conformité et le bon fonctionnement de vos filières d'assainissement non collectif. Aujourd'hui, on en est là. Donc, on marche un peu sur des œufs réglementairement. Techniquement, c'est vraiment très bien. C'est très simple. Ça coûte pas cher. C'est facile à réaliser. C'est respectueux du vivant. C'est vraiment super, selon moi. Par contre, on sait que quand on choisit de mettre en place ça, il va falloir jouer des coudes avec ces instances, expliquer la démarche, pourquoi on le fait et gentiment leur demander une dérogation pour mettre en place ce système-là. Parce que voilà, il y a effectivement dans les arguments, il peut y avoir le cycle du phosphore qui est hyper important. Hein. Tu peux en toucher deux mots, Vincent? Ouais, le cycle du phosphore, en fait, le phosphore, c'est un élément qui a partout sur la Terre, en très petite quantité, dans des très, très faibles concentrations. Mais on en a besoin partout. Tous les organismes vivants euh, ont du phosphore à l'intérieur d'eux. Donc c'est vraiment un élément vital, vraiment, vraiment très très important. Et le phosphore, quand on l'envoie dans nos rivières, par l'intermédiaire de nos réseaux publics, on le renvoie in fine dans les océans, et il finit au fond de la mer. Et là, il faut des cycles géochimiques, euh, géochimiques de l'ordre de centaines de millions d'années pour que Dame Nature nous ramène ce phosphore à la surface de la Terre.
Et donc, en fait, il est perdu tout simplement. Donc, ce phosphore, quand on fait ça, il est perdu pour toujours pour nous, quoi. Donc, Donc aujourd'hui, se pose la question c'est pour nous vraiment important de rejeter en local et de rejeter dans le sol et pas dans le milieu, pas en rivière, pas dans le milieu aquatique, les eaux usées. Vraiment, c'est le sol, la destination des eaux usées, c'est pas la rivière. Ok, tu veux compléter si tu veux. Non, c'est bon, on va partir sur la Oui. phyto. Bon, alternative, alors il y a plein de systèmes d'assainissement non collectif légal, hein, qui sont réglementaires, il n'y a pas de souci. Euh, Il y en a un qui est quand même pas trop mal, c'est la phytoépuration. Donc dans le cas où vous n'avez pas de toilette sèche ou vous ne souhaitez pas y passer, enfin, il y a pas de souci avec ça. Euh, un système qu'on aime bien, c'est la phytoépuration. Bah, pourquoi on aime bien? Bah, déjà parce que bah, c'est joli, ça s'intègre bien. C'est naturel, c'est facile d'entretien, on n'a pas besoin d'une entreprise extérieure pour l'entretenir. Il y a aussi des systèmes qui sont agréés, donc on peut avoir une autorisation réelle du SPANC. Bon, là, il faut passer par des constructeurs, donc Aquatiris, Blueset, il y en a encore deux autres sur le marché bon, qu'on voit pas souvent, mais donc c'est des systèmes brevetés. Euh, c'est un système qui est finalement il y a deux filtres, hein. En général, il y a un ou deux filtres. Le système le plus complet, c'est avec les deux filtres. On a un filtre vertical et un filtre horizontal. Donc, il y a un écoulement vertical dans un filtre à sable qui va être planté de roseaux. On va avoir une dégradation aérobie, donc ça veut dire oxygénée de la matière sur le substrat filtre à sable. Donc, contrairement à une idée reçue, c'est pas les plantes qui pompent la pollution, mais c'est bien le sable qui fait filtration. Et les plantes, elles sont juste là pour éviter le colmatage du média du sable, voilà, essentiellement. Elles vont bénéficier quand même un peu de l'azote qui est compris dans les eaux usées. Et ensuite, on a le deuxième bac qui est le plus esthétique, c'est bac planté de délophytes, donc c'est des plantes semi-aquatiques. Donc c'est un système d'écoulement horizontal. Et donc là, on va avoir un système anaérobie. Donc il va y avoir une présence de bactéries qui vont être privées d'oxygène et qui vont compléter le traitement par rapport au premier bac. Et ensuite, on rejette l'eau par infiltration, toujours par infiltration dans le sol. Voilà, on revient là-dessus. Ça, c'est vraiment simple. Alors, bon, pour parler un petit peu des. Alors, la phytoépuration, évidemment, si vous voulez une phytoépuration agréée, on va être sensiblement équivalent, voire un petit peu plus cher, mais dans les mêmes ordres de prix que les assainissements non collectifs conventionnels. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup plus cher que la pédoépuration, hein. On va être, je sais pas, pour 4 équivalents habitants, on va déjà tourner autour de 12 000 euros si vous faites faire ça par un professionnel pour avoir une phytoépuration chez vous. Et les prix peuvent monter beaucoup selon les finitions et selon le dimensionnement, évidemment. Voilà pour donner deux, trois petits mots là-dessus. Voilà, donc on a terminé la présentation. Donc Théo, bah, s'il y a quelques questions, on peut en Ouais, prendre quelques-unes si ça te ça va. marche. On peut rester encore 5 petites minutes, Allez. de prendre une ou deux questions. Et sinon, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont partis d'ailleurs, je vous ai partagé le lien pour contacter Manu et Vincent. Donc voilà, n'hésitez pas à le prendre en note. Encore une fois, la conversation, elle continue sur le forum. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps de poser votre question, vous pouvez continuer les échanges. Et du coup, Emeric et Jean, je compte sur votre réactivité et Oui, moi la question c'était par rapport à la filtration. Alors peut-être que c'est parce que vous parliez de la filtration finale et pas de la pré-filtration. Parce que moi j'ai toujours vu des filtres en inox au tout début, parce que justement vu que c'était lavable, ça permettait de moins encrasser les autres filtres. Est-ce que Ouais. je vous l'avais juste pas présenté parce que c'était avant la pompe, ou est-ce que vous l'utilisez pas? Oui, oui, non, et c'est effectivement ça. J'ai évoqué vraiment au début. Donc, mais oui, c'est dans la préfiltration, effectivement. Donc, j'ai juste évoqué dans les grandes lignes, mais c'est justement la question de, selon la qualité de l'eau de départ, qu'est-ce qu'il va falloir comme système de préfiltration avant de rentrer dans le système de microfiltration qu'on a présenté assez largement à la fin. Et donc là, c'est très variable. On peut avoir on peut partir de filtres lavables justement à 100 microns, voire à 50 microns, et puis ensuite avoir toute une batterie de pré-filtres, 25 microns, 5 microns, avant de rentrer vraiment dans le premier filtre. Mais c'est très bien d'avoir
Enfin, faut retirer tout ce qu'on peut retirer en amont, faut le faire, faut pas se priver. Mais donc, vous mettez quoi? Vous mettez deux préfiltres? Vous mettez un 100 et un 50 ou vous faites quoi? Eh ben, ça dépend. Ça dépend de la turbidité et de l'eau de départ. Ok. Je peux pas vous donner Il de- faut faire une analyse et puis on pourra vous dire plus en détail. Ouais. Ok. C'est un peu ça. Après, c'est quand même un peu à l'usage. Donc, laissez-vous de la place si vous voulez tester. Mettez votre filtre lavable. Euh, Laissez-vous de la place pour pouvoir rajouter d'autres filtres. Testez. Si vous voyez que la filtration elle s'encrasse trop vite, bah, vous savez qu'il faut aller un peu plus loin dans la préfiltration. Alors, merci beaucoup en tout cas. Super Ouais. intéressant. Jean? Oui, vous m'entendez bien? Ouais. Bonjour, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Moi, j'ai deux petites questions, notamment une sur ce qui a été dit, sur la question qui a été posée sur le fait de remettre l'eau de ville dans la cuve. En fait, moi, j'ai fait la formation gestion de l'eau de pluie à la partielle, et lors de la formation, en gros, le gros bémol qu'on nous a, on va dire, le seul vrai bémol du système de récupération de l'eau de pluie, c'était que ça dépendait de l'électricité, et en cas de coupure, bah, du coup, la pompe de relevage, elle marche pas. Et du coup, on avait abordé cette question, et en fait, on s'était dit, bah, vaut mieux pas la transférer dans la cuve, parce que du coup, s'il y a une coupure d'électricité, bah, on peut même pas avoir l'eau de ville parce qu'on peut pas relever l'eau. Du coup, vous avez est-ce que vous avez le même son de cloche ou pas? Alors, j'ai pas pensé à ça avant, mais c'est une très bonne remarque. Enfin, je valide complètement l'analyse. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ok. Ouais, Et, parce que du coup, c'est vrai que pour nous, enfin, c'est super, mais c'est le seul bémol, c'est qu'on peut pas s'émanciper de l'électricité. Donc du coup, ça laisse une marge de manœuvre, une marge de manœuvre, quoi. À moins de faire un thé avant vous faites un thé avant la cuve avec une deuxième entrée pour le. Aussi, ouais, sinon, ouais, ouais, ouais. Mais bon, comme vous Bypass. disiez, ça nécessite des travaux Ah complémentaires oui. pour faire amener l'eau dans la cuve, quoi. Donc, Ouais. voilà. Et ma deuxième question, c'est que moi, j'ai pas la chance d'avoir un jardin pour le moment et de pouvoir pouvoir faire un système de récupération d'eau de pluie. Je suis en appartement, et là, on vient d'acheter un système parce que j'habite vers Chambéry, donc j'ai vu la carte des eaux dures et tout. Là, je me suis dit, ouais, bah, on est vraiment dedans. Et du coup, on vient d'acheter un système qui se plug directement sur le l'évier. On voulait pas dépenser des milliers et des cents parce qu'on est en location. Chut, Colline. Et ça s'appelle Pureva. C'est un truc avec des filtres qui se changent. Est-ce que vous connaissez, et est-ce que vous pourriez me faire un petit retour sur ce genre de filtre, si c'est un peu bullshit ou pas, quoi. non, bah, alors, je connais pas, là, j'ai pas regardé. Bah, si vous voulez, Non, on s'intéresse pas trop aux filtres qui sont sur une seule sortie de robinet parce qu'on a Ouais, dit ah, tout mais à c'est juste l'heure. un filtre. Ah oui, d'accord, c'est un filtre à robinet, d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. c'est un petit truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça Non, passe mais, ouais, il y a un système de charbon actif, ouais, et puis il doit y avoir un ou deux microfiltres, quoi. ouais, mais enfin, dans le principe, vous avez les avantages, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez les avantages du charbon actif. Charbon actif, ça reste un super média pour Mm. purifier l'eau, retirer beaucoup de choses. Vous irez pas aussi loin qu'avec la cartouche Aragon sur tout ce qui est métaux. Bon, éléments radioactifs, là, vous n'allez pas être concerné non plus. Euh, et puis, bah, vous allez juste traiter un seul point d'eau. Et puis, vous allez avoir le coût de la cartouche aussi, parce que là, la cartouche, vous allez la changer quand même assez souvent. Elle va peut-être vous permettre de traiter, je sais pas, peut-être donner pour 10 mètres cubes d'eau, peut-être même moins que ça. Euh, Ouais, c'est 1000 litres. et 1000 litres, ouais, donc Donc, un mètre cube d'eau. ouais. Donc, vous allez la changer Mais bon, ouais, tous les 2 mois, quoi. On va la changer, un Ouais. truc comme ça. Puis, elle vous coûte combien, la cartouche? C'est 20 euros, je crois. Ouais, 20 Là, euros. on a bénéficié d'une offre, c'est-à-dire que le système était offert. Et après, c'est 20 euros la cartouche, je crois. Donc là, on en a deux en rab. Donc c'est pour ça, c'était pas trop cher. Jusque-là, on mettait le charbon actif dans la carafe. Ce qu'on fait toujours d'ailleurs, parce que je me dis que c'est mieux de faire les deux. Mais voilà, c'était pour avoir un petit retour,
savoir Bah, si ça fait 20 euros tous les 2 mois, ça fait 120 euros par an pour juste pour traiter le point de cuisine. Ouais, C'est quand même, c'est pas donné quoi. Enfin, je veux dire, ouais, c'est ouais. honnêtement, on fait beaucoup mieux, ne serait-ce que sur notre système. Ouais, on va être à moins que ça, hein. On va être à moins que ça et surtout on va purifier toute l'eau de la maison. Hmm. Ouais, mais bon, là, c'est parce qu'on est en location, quoi. Ouais. C'est Ah, je plutôt pour ça. comprends. Et, honnêtement, déjà, c'est très bien que vous ayez quelque chose. Hmm. Et ça, je conseillerais vraiment à tout le monde, c'est d'avoir soit à minima un filtre à gravité ou quoi que ce soit, mais déjà au moins de s'occuper de l'eau de consommation, pour moi, c'est la base de la base. Ok. Buvez pas l'eau comme ça qui sort du réseau, parce que même eux, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Je vais vous le dire honnêtement, ils savent pas ce qu'il y a dedans, ce qui est analysé. Il y a maximum, il faut savoir qu'en France, il y a maximum 5 à 600 éléments qui sont paramètres qui sont analysés. L'essentiel, c'est des pesticides. Et on sait qu'en fait, avec tout ce qu'on a produit sur Terre et qui se retrouve partout dans les sols, dans les nappes, on a plus de 100 000 molécules différentes de synthèse. 100 000 molécules. On en contrôle que 500. Donc déjà, voilà, déjà on voit rien. On voit rien de ce Hmm. qui est réellement. Et ensuite, on n'a même pas étudié, même sur ces 500-là, on ne connaît même pas les effets combinés qu'elles peuvent avoir. Parce qu'évidemment, quand elles sont ensemble dans un même milieu, elles peuvent s'assembler et avoir des effets sur l'organisme qu'on ne connaît pas du tout. Donc, par contre, ce qu'on sait, c'est que ces éléments-là, ils sont retenus à quasiment 100%, 99,99, Par le corps. par le charbon actif. Ah, ok. Le charbon actif ou la cartouche charbon, évidemment, dont on a parlé avant, entre autres. Mais donc, filtrez votre eau, vraiment filtrez votre eau, la gardez pas, buvez pas l'eau du réseau comme ça. Ça a un coût, c'est sûr, c'est ce que devrait faire le gestionnaire avant de nous livrer l'eau au robinet. Mais il ne le fait pas, lui, il va s'occuper que de l'aspect bactérien parce qu'ils vont vous dire Escherichia coli, Escherichia coli. C'est la seule chose qui les intéresse, c'est alerte bactérie, quoi. Mais il y a plein d'autres problèmes qui sont, à mon avis, bien plus graves qu'une petite, voilà, un petit problème gastrique. Ok, bah merci pour votre retour. Merci bien. Pierre-Yves et Anna, très rapidement. Ok, alors moi je voulais vous demander, est-ce qu'il est possible de faire une phyto soi-même? J'ai un agrément là, pour 4 équivalents habitants sur notre projet. Et bon, c'est Aquatiris qui a validé le truc. Il se trouve que euh, ici en Finistère Sud, ils sont complètement injoignables. C'est très compliqué de bosser avec la personne, il n'y a qu'une personne chez eux qui fait ça. Et puis, bah, moi, je suis à même de construire une phyto tout seul et de la présenter au SPANC. Et est-ce que c'est possible de faire ça? Alors, Oui, alors pardon, je me suis permis de répondre parce que je l'ai fait et oui, c'est possible. ok. Bah, vas-y, tu peux peut-être, t'as un retour Bah, d'expérience? oui, simplement parce que, enfin, surtout, la description qu'il a donnée, c'est que le plus difficile, c'est l'étude à faire valider par le SPANC. Si l'étude a été faite, c'est validé par le SPANC. Si tu fais les travaux exactement comme c'est décrit dans la déclaration au SPANC, aucun problème pour le faire valider, hein. Lui, il est même pas au courant de qui c'est qui l'a fait, hein. Hmm. D'accord. Ouais, c'est ça, en fait. On est d'accord. Ce qu'il faut, c'est avoir le système breveté. C'est rester sur le système, pour que le système soit validé par le SPAN. Dans le cas d'assainissement non collectif, il faut que le système il a un numéro d'agrément. Un numéro d'agrément, donc ça veut dire qu'il a été breveté au préalable. Donc il faut respecter le cadre technique de Aquatiris dans ce cas-là. On peut bien évidemment mettre en place des phytos bien différentes, faire ce qu'on veut. Il y a plein de personnes qui proposent ça et ça fonctionne super bien. Simplement, vous n'aurez pas l'agrément du SPANC. Voilà, on se retrouve un peu dans le même cas que la pédoépuration dont on a parlé tout à l'heure. Il me semblait que Aquatiris devait venir visiter le truc pendant la phase de chantier. Est-ce que c'est réellement nécessaire, cette affaire-là, du coup? Bah, C'est d'après ce que ce qu'ils vendent. C'est ce qu'ils vendent. Ils vendent un accompagnement à l'autoconstruction, ce qui est très intéressant. Mais s'ils le font pas, ça n'empêche pas de le faire valider par le SPANC. Hmm. Ok, merci. Oui. Par contre, dans la prestation, il faudra pas payer l'accompagnement si vous l'avez pas eu, hein. Ouais. Logique. ça c'est clair.
Et il faut acheter Allez, du Anna, matériel chez dernière eux question. maintenant, Et quoi. puis, Du coup, c'est ça, c'est OK euh, d'acheter le matériel chez eux ou on peut faire enfin, des fausses nous-mêmes, quoi. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai envie de dire, techniquement, je pense qu'il faut demander. Enfin, le mieux, ce serait quand même d'en parler aux SPANC. Ce serait quand même de leur dire. euh, Allô? moi, je vais faire moi-même. Je vais respecter le cadre d'Aquatiris. Je vais me permettre quelques largesses sur les matériaux. Je vais juste faire ces modifications-là. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça, si vous voulez vraiment le faire de manière transparente. Et si vous avez un gars pas trop con en face, il va vous laisser faire. Je crois que c'est le problème de trouver des gars pas trop cons au sport, là. Bah, ça dépend des spanks. Moi, honnêtement, j'en connais des très bien et j'en connais des très mauvais. Enfin, je connais des technocrates. Ça dépend, vous, si vous connaissez comment ça se passe chez vous, quoi. Vous savez qui vous avez. Et si vous le sentez pas, bah, faut pas lui dire. Vous faites ce que vous voulez, vous recouvrez, et puis après, vous lui montrez, et puis voilà. Une dernière question, et puis ouais, on... Ouais. merci Pierre-Yves, merci Manu, effectivement, de rappeler effectivement leur tourne. Vous êtes encore une cinquantaine de connectés, c'est super. Du coup, Anna, très rapidement, et puis ensuite, on Oui, se dira au revoir. bonsoir. Bonsoir à tout le monde, vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, je voulais savoir, je suis en appartement et j'ai deux questions. Je voulais savoir si les petits bâtonnets de charbon actif à mettre dans la carafe étaient vraiment utiles. Et l'autre question, c'était de savoir si l'eau distillée à boire, c'était OK ou qu'est-ce qu'il fallait faire pour la rendre bien, quoi. Tu réponds pour les Merci. bâtonnets, mais je réponds Ok, pour... ouais, non, bah, bon, charbon actif, c'est toujours bien, donc je vais vous dire oui. Après, c'est le temps de contact. Le charbon actif, la performance du charbon actif est liée au temps de contact de l'eau avec le média, avec le charbon. Donc, si vous laissez votre bâtonnet de charbon actif et puis que vous revenez 2 heures plus tard, votre travail il aura été fait. Alors après, pour que ça soit bien fait, je vous dirais de mettre en mouvement l'eau pour que bah, toute l'eau soit bien en contact avec le charbon. Mais en général, on considère qu'il faut 20 minutes de temps de contact pour avoir un bon niveau de traitement au niveau du charbon actif. Donc, OK, charbon actif en bâtonnet, moi je valide. Super. Et pour l'eau distillée, donc, bah, sachez que l'eau distillée, c'est de l'eau qui... donc, le procédé de fabrication, c'est une eau qui a évaporé, hein, pour la séparer de ses minéraux. Et on se retrouve dans le cas de Marcel Violet, si vous avez vu tout à l'heure, c'est du H2O, mais c'est pas de l'eau. Voilà, donc à boire, c'est pas terrible. Et encore une fois, l'essai, il est très simple, hein. Les têtards sont des animaux très très sensibles à la qualité de l'eau. Donc faites une expérience, prenez des têtards, vous les mettez dedans. Ouais, et si les D'accord. têtards meurent, bah, c'est qu'il faut pas la boire. Et il n'y a aucune possibilité de reminéralisation avec de l'argile ou je sais pas, du sel ou des choses comme ça? Bah, le top, ça serait de la remettre dans une bouteille d'eau au soleil pendant 30 jours. Ah oui, quand même. Ah, D'accord, merci. il y a que cette solution-là, ou Ouais. alors de la remettre dans la mer. Et Il y a puis que encore, non mais vous avez déjà un problème de vitalité de l'eau de départ, et puis vous avez un problème de minéralisation. Et là, si vous commencez à vous dire, je vais rajouter des minéraux d'une cartouche reminéralisante ou quoi que ce soit, ça va pas être du tout la même chose qu'une eau qui est passée dans les entrailles de la terre et qui a été chargée en minéraux naturels. C'est un Donc peu. mieux vaut boire l'eau du robinet avec un bâton de charbon Ouais, actif que exactement. Mais de... moi, je vais vous dire, à choisir, je préfère largement l'eau du robinet qui est certes stressée, qui a été dévitalisée, enfin, voilà, elle est déstructurée, elle est chargée en toutes sortes de cochonneries, mais elle a aussi les bons minéraux, elle a aussi les bonnes choses. Et donc, si on retire les mauvaises choses, on a Mais quand du- même quelque chose de, bah, je pense, de toute façon, d'une qualité bien meilleure que de l'eau distillée. Ça, c'est clair. ça, c'est et, sûr. et du coup, les minéraux sont biodisponibles dans l'eau? Parce que ça fait débat, je sais pas trop. Oui, ils sont biodisponibles, et enfin, ils sont pas forcément biodisponibles, ça dépend de la polarité. Donc, bon, c'est assez complexe, honnêtement. Je suis même pas sûr d'avoir tous les tenants et les aboutissants de tout ça. Oui, parce qu'ils Mais disaient que c'était par rapport aux plantes, en fait, que c'était les plantes qui faisaient la photosynthèse, mais que nous, non, pour assimiler les Ah, minéraux. ah, non, ça c'est au niveau quand on rejette les eaux dans le jardin, vous voulez Non, dire non, ça, quand on non? la boit, nous, les minéraux, est-ce qu'ils sont vraiment biodisponibles ou est-ce que s'il y en a ou qu'il n'y en a pas, Eh ben, finalement, ça change quelque chose? et si vous voulez rendre vos minéraux biodisponibles, il faut vitaliser votre eau. Il faut la vitaliser, il faut la dynamiser. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on enlève les minéraux de l'eau distillée, s'ils ne sont pas biodisponibles, est-ce que ça change quelque chose?
Oui, vous parlez des bienfaits par rapport au corps humain, c'est ça? Oui, pour savoir. Oui, c'est ça. En fait, non, il faut que. On nous dit toujours qu'il n'y a pas besoin de minéraux dans l'eau. Il en faut. Il en faut évidemment, parce que les minéraux, c'est eux qui transportent l'information. Donc, on a D'accord, besoin de minéraux dans l'eau et on a besoin de minéraux dans la nourriture qu'on mange. On a besoin des deux. d'accord. Donc c'est pour l'information, pour qu'elle soit vivante finalement. C'est ça. Et alors, effectivement, il y a plus besoin de minéraux dans la nourriture que dans l'eau, mais il en faut aussi dans l'eau. On en a besoin. Ok, super, merci beaucoup. Merci Anna, bah, Au merci revoir. Manu et Vincent pour bah, cette superbe intervention, c'était très très intéressant. Si ça vous intéresse, il y avait aussi une très bonne intervention du coup de Manu Toito sur l'ELEC. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est dans nos replays, c'est déjà Ouais. présent sur le forum. N'hésitez pas à les contacter aussi pour bah, aller plus loin, il y a encore plein de personnes. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui sont répondues les uns aux autres dans le chat, c'était assez Alors, j'ai vu, ouais, j'ai vu sur le chat qu'il y avait pas mal de questions-réponses sur la partie bouilleur et la partie eau chaude. Hein, on l'a fait aussi, et je pense qu'on se fera peut-être une vision, un de ces quatre, pour cette partie-là. Vous proposez nos solutions naturelles que vous avez sur le site, hein, de toute façon, mais voilà, on pourra peut-être éventuellement l'évoquer au cours de l'année prochaine. Voilà. carrément. Bah, merci Manu, merci Vincent, merci d'être aussi nombreux. Franchement, c'était chouette. 100 personnes au pic. On était encore une cinquantaine après 1 heure et demie, donc c'est trop cool. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Merci encore pour votre soutien, Merci pour beaucoup. les petits dons. Et puis à très bientôt. Ciao. Salut!